Alors, je vous parle, pour le temps qui nous reste, je vous parle de la partie opération et de l'objectif final qui va être d'avoir un produit, autour de ce modèle de machine learning qui va nous rendre un service, hein. Quand on parle de service, on parle de web service, par exemple, on pourrait parler de endpoint, enfin, ou d'une API qui viendrait, exposer des résultats prédictifs, par exemple. Et pour mettre en place cette finalité, on va s'appuyer sur plusieurs étapes, en particulier sur le socle que va, constituer le code, produit par les data scientists en amont. Et ce code, on l'aura, au préalable packagé, si je veux donner un exemple concret, c'est par exemple dans un format WHEEL comme, avec du code Python. Et on va ensuite donc faire cheminer les différentes étapes, nécessaires jusqu'à l'aboutissement du serving, c'est-à-dire la préparation de données, l'entraînement de modèles et l'exposition, de ce modèle, le tout en, utilisant une chaîne automatisée, donc basée sur des principes, DevOps, que sont la CI/CD, c'est-à-dire l'intégration continue et le déploiement continu. Alors, on va, pour cela poser des briques d'architecture, et je vais vous reparler de la stack, MLOps que Boris a présenté de manière plus théorique, et nous on va vous présenter ici une application, une mise en pratique autour du cloud Azure de Microsoft. Si on a besoin voilà, de bien définir le périmètre des opérations, on peut se baser sur cette liste-là des 6 piliers, hein, que sont les éléments cités sur cette diapo. Heu, pour aller assez vite et pour aller peut-être sur celui qui est le plus propre finalement au machine learning, je vais vous parler surtout de reproductibilité. Et cette reproductibilité, finalement, qu'est-ce qu'elle signifie dans le cadre du machine learning? C'est-à-dire qu'on souhaite en fait être en capacité de retrouver le même résultat, un résultat prédictif par exemple, un résultat d'inférence, en repartant du même jeu de données, en répétant un entraînement d'algorithme. On aimerait donc revenir à au résultat qu'on obtient la 1re fois. On peut le voir un peu si je fais le parallèle avec le secteur par exemple de l'agroalimentaire, ce serait, la traçabilité qu'on aurait par rapport à un ingrédient, un produit fini, de revenir à ces ingrédients eux-mêmes, revenant voilà, de l'élevage ou de l'agriculture qui les a produites. Donc on est ici sur cette nécessité de reproductibilité, hem, déjà par exemple pour des conditions, pour des critères, enfin contractuels avec des clients, hein. Vous mettez en jeu peut-être voilà heu, la façon dont vos clients vont utiliser vos produits, vos services au travers de prévisions du machine learning. Donc vous êtes en devoir, hein, finalement d'expliquer pourquoi vous avez à l'instant T émis de telles prévisions. Et pour revenir sur cette traçabilité, finalement, il va falloir qu'on arrive à maîtriser pas mal de choses, aussi bien la préparation de données que son analyse, qui nous a permis après peut-être d'aller constituer le modèle, l'évaluation du modèle, ces fameuses prévisions données à un instant T, voire même jusqu'à l'interprétation du modèle, par exemple les feature importance qu'on pourrait avoir dans un random forest, ou des choses comme ça, puisque c'est ça qui va vraiment donner, l'explication du modèle et de la prévision qu'on aura réalisée, en production sur la partie opérationnalisation de projet de machine learning. Et pour maîtriser en fait l'intégralité de ce process, il va falloir que l'on, versionne, que l'on arrive à avoir la maîtrise de 3 éléments principaux que sont le code, la donnée et les environnements d'exécution. Et on va voir que finalement, il y a même un élément supplémentaire qui est généré par, justement la conjonction du code et de la data qui est le modèle. Et si je représente ça maintenant un peu sous forme un peu plus, schématisée ici, sur l'approche de ce qu'il faut versionner, hein, pour construire notre opérationnalisation du machine learning. Si on fait le parallèle en fait avec un développement, classique, d'applications, de soft, dans ce développement, on aura une version de code, le code de l'application. On aura sans doute aussi du code qui définira, l'infrastructure. On aura du code autour de toute la chaîne d'intégration et de déploiement continu, et on se souciera pas forcément trop de la data. Une version de la data, la dernière par exemple, est largement suffisante pour faire tourner l'application. Sur le machine learning, on va vraiment se focaliser, voilà, sur ce triptyque data, code et modèle, sans oublier qu'effectivement, tout cela doit tourner aussi dans un environnement, dans une infrastructure.
Donc si je pousse un petit peu plus finalement ces éléments qui sont absolument indispensables à versionner pour assurer toujours notre idée de reproductibilité, on va se focaliser donc autour de la data. Alors versionner de la data, attention, hein, vous voyez encore plus dans un contexte big data ce que ça représente, hein. Ça veut dire que si vous avez des volumes importants de données, vous devriez être en capacité de savoir quel était l'état de ces données à J-1, le mois précédent, voire un peu plus. Donc de retrouver finalement une certaine finesse d'historique dans vos données. Notre code, bien sûr, devra être versionné. Hem, le modèle, qu'on va, sérialiser, hein, souvent, donc en fin d'entraînement, si je prends un exemple simple avec scikit-learn, on va produire un modèle, qu'on va vouloir, enregistrer, donc sous forme de fichier physique, hein. On va, parler par exemple du format Pickle. Ce modèle va être lié à des requirements, c'est-à-dire des packages et librairies Python, une version spécifique par exemple de scikit-learn, la 1.0.2 par exemple, c'est celle qui a servi à enregistrer ce modèle. Et on aura peut-être aussi une image d'inférence, c'est-à-dire que pour faire tourner en toute fin de chaîne le service prédictif, on aura peut-être déployé une application, elle-même dans un environnement Linux avec encore à nouveau des dépendances. Et on voudra peut-être aller jusqu'au versionnement de cette image d'inférence qui nous permettrait, là, cette fois-ci, d'assurer la totalité de la chaîne de déploiement. Alors, je reprends maintenant qu'on s'est donné ces principes et ce grand principe de reproductibilité. Je reprends la stack MLOps théorique, hein, présentée donc sur le site ml-ops.org, qui s'organise donc autour de 3 pipelines principaux, hein. Le pipeline de préparation de données, data engineering, le pipeline de machine learning en tant que tel, donc vraiment l'aspect entraînement, et le serving qui va être plutôt là qui va être en fin de chaîne pour l'exposition. Et en parallèle, enfin à côté, de manière complémentaire à ces 3 pipelines, on va positionner différentes registries. Donc, par rapport à tout ce que je vous ai présenté sur la diapo d'avant, sur les éléments nécessaires à versionner, ici, on va adapter nos types de registres. On pourrait, pourquoi pas, aller mettre des pickles dans un repository de type Git. C'est pas forcément adapté. Si vous avez des modèles de deep learning type H5 par exemple, ça va commencer à être beaucoup plus compliqué d'aller stocker ça sur Git. Donc on va utiliser des registries adaptées finalement aux objets qu'on souhaite enregistrer. Donc un registry de code de type Git, mais également un modèle registry. On va voir ici qu'il y a une solution open source qui s'impose aujourd'hui de manière assez évidente. Et pourquoi pas aussi stocker des images dans ce qu'on appellera un conteneur registry, donc pour la partie serving. Alors voici la stack de manière plus adaptée à notre pratique chez Avanade et de manière juste avant la diapo suivante, de manière anonymisée en termes de technologie, puisque le but est vraiment voilà, de pas être drivé par la hype qu'on pourrait avoir sur certaines technos, mais bien de positionner les briques nécessaires. On retrouve donc ici le code développé, stocké dans un registry donc de type Git. C'est ce code-là qui va permettre ensuite, après, par des imports de fonctions, par exemple, hein, d'aller exécuter le pipeline de data engineering, le workflow de machine learning. Le workflow de machine learning, à l'entraînement, va produire un modèle qui viendra se stocker à nouveau dans un registry dédié. Sur ce registry dédié viendra s'appuyer la création d'une image d'inférence, donc vraiment dédiée cette fois-ci à la partie serving du modèle. Et ce serving de modèle, ce endpoint HTTP par exemple, va être écouté, va être monitoré ici par des ressources. Et à ce niveau-là, on serait assez proche finalement d'une application traditionnelle, mais à nouveau, le machine learning a une spécificité très forte et une complexité qui s'ajoute à ça. C'est-à-dire que si on le dit très concrètement, vous pouvez avoir un service prédictif qui va vous répondre en peut-être moins de 100 millisecondes, mais qui, si ça se trouve, vous dit n'importe quoi. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la nécessité de détecter la dérive, c'est-à-dire la drift detection, de se rendre compte que finalement, même si notre service prédictif nous répond très bien, bah, il faut quand même savoir s'il y a une qualité dans sa réponse. Et alors, le sujet de la dérive est assez vaste, je finirai juste mes diapos sur ce sujet-là, mais ça reste quand même une partie absolument indispensable à penser en plus d'un monitoring classique de ressources.
Alors voici la même diapositive, mais en version, logo, on va dire, donc avec, des outils du marché aujourd'hui, donc que vous trouvez, sur le cloud Azure, mais également en open source, ou dans d'autres clouds comme ça peut être le cas pour Databricks. Azure DevOps pour piloter tout ce qui va être, code registry, mais aussi pipeline de déploiement, pipeline par exemple de build ici d'une image, d'inférence. Azure Machine Learning pour pousser justement de manière visible à l'extérieur des services prédictifs. Aujourd'hui, à ce jour, on n'a pas identifié, nous, par notre pratique chez Avanade, d'outils vraiment entièrement satisfaisants pour la data drift. On en est à écrire du code custom, mais voilà, il y a des produits qui existent sur le marché. Et cette première stack, en fait, cette première version de la stack, on va la penser également après en multi-environnement. Si on veut pousser vraiment cette logique d'opérationnalisation, et ben, on va penser au moins 3 environnements qui sont la partie développement, la partie plus test, hein, vous pouvez appeler UAT ou pré-prod, et une partie de production qui sera vraiment la partie monitoring. Et on retrouve vraiment, et ça c'est important en termes d'architecture, on va penser nos registries, nos 3 types de registries, on va les penser à l'extérieur de ces environnements puisqu'ils auront finalement un rôle de passe-plat entre les différents environnements. Et je terminerai donc juste sur finalement une ouverture à cette, cette notion de drift qui nous prendrait voilà, au moins encore 1 heure. Peut-être sera peut-être l'occasion d'un prochain meet-up, mais voilà, pensez que finalement, en conclusion, hein, sur cette partie opérationnalisation, par rapport à un projet d'application plus classique, il y a 2 choses véritablement qui sont propres au machine learning. Euh, Cette notion de devoir versionner plus que du code, hein, donc versionner vraiment à minimal le modèle pour être en capacité de faire des retours arrière. Et attention, même quand un modèle est déployé, quand il est en production, quand il répond rapidement, il faut quand même le surveiller un petit peu plus spécifiquement. Et voici une métaphore pour expliquer cette notion de drift. Si on plonge une grenouille dans de l'eau bouillante ou si on vous présente une donnée aberrante alors que vous avez une très bonne connaissance de vos données, vous allez vous en rendre compte. Si chaque jour, l'eau de la température de l'eau monte un tout petit peu ou qu'une de vos variables est en train de se décaler légèrement par rapport à sa distribution, par exemple, lors de l'entraînement, eh ben, ça passera peut-être inaperçu et c'est ce qu'on aimerait détecter au travers de l'analyse du drift. Je vais m'arrêter là pour qu'on reste dans le temps imparti. On peut peut-être prendre le temps de quelques questions oralement. Juste vous préciser que nous recrutons chez Avanade aussi des postes en, en ML Engineering et, voilà, on reçoit vos CV avec plaisir pour intégrer l'équipe sur ce genre de poste. Je reviens sur les questions. J'ai essayé de répondre un peu à la volée sur les premières questions. Il y a peut-être, Boris, tu pourras revenir sur la notion de lien finalement entre la métrique technique, enfin, la business métrique et la métrique technique. Oui. Oui, tu as répondu d'ailleurs, je vois dans le chat. Oui, Euh, faire une petite passe. Donc, il faut se rappeler que la métrique business, d'accord, celle qui est compréhensible par le métier, par n'importe qui dans le projet, parce que la VTT, elle est très appréciée par le product owner, par le Scrum Master et par tous les acteurs de ce projet, parce que vous savez à n'importe quel moment pouvoir décrire où est-ce qu'on en est et pouvoir décrire par rapport à vos données de test à quoi cela correspond. Ça correspond à tant de phrases supplémentaires qui sont passées inaperçues, ça correspond à tant de phrases de telle classe pour lesquelles on a eu un bon retour de similarité. Donc, à chaque valeur dans vos Y ou dans le tableau, dans les zones là où il y avait le sweet point, vous êtes capable, ou la personne, voilà, avec une petite explication, nous, on fournit ça avec des explications, n'importe qui n'est pas technique sait exactement à quoi cela correspond, donc à sa valeur. J'ajoute moi quelques éléments à la question qui était sur les métriques du monitoring. On va avoir des métriques classiques hein, si je prends une ressource, c'est qu'on va de toute manière très concrète, hein, par exemple, on a une machine virtuelle donc qui expose un endpoint, ça peut être FastAPI par exemple, hein, si on voit
sur des solutions open source. On va suivre en fait la vie de cette machine virtuelle, hein, qui est donc tout simplement ces métriques classiques de RAM, de CPU, est-ce qu'elle répond. Après, on va mettre en place des choses un petit peu plus précises qui seront, par exemple, toutes les heures, lui envoyer, alors un peu plus qu'un ping, hein, mais plutôt lui envoyer une requête, une vraie requête, et voir la réponse qui est donnée en retour, mesurer le temps de réponse. Mais on va aussi après loguer toutes les nouvelles réponses données et on va pouvoir commencer à s'interroger par exemple sur la distribution des réponses si on est sur un modèle de régression, comparer ça par exemple à la distribution de notre target lors de l'entraînement. Si on est sur de la classification et qu'on essaye par exemple de prédire des éléments qui seraient en panne, ou de la fraude ou des choses comme ça, donc des choses très critiques, on va justement loguer aussi voilà, la réponse à nouveau et se dire tiens, hop, on a une alerte et on a peut-être voilà, une chaîne de production qui n'est plus aussi bonne, ou on a des éléments, des comportements étranges sur un compte bancaire. Donc on va pouvoir pousser le monitoring en y ajoutant de l'alerting, hein, voilà, ce qui est un composante indispensable. Mais bien sûr, ça sera vraiment hors détection de drift, qui est un sujet. Je vois, Franck, d'ailleurs, il y aura une vidéo bientôt sur le sujet du drift, et Oui. qui est un sujet, à mon avis, voilà, absolument incontournable aujourd'hui dans l'opérationnalisation. Et absolument. Et puis QDP, alors je ne sais pas qui est QDP, mais merci QDP. QDP a aussi mentionné des outils à la fois TensorFlow, mais aussi Scikit Multiflow, que je ne connaissais pas et que je regarderai tout à l'heure. Donc voilà. Oui, On oui. a essayé pour notre part Et, Great Expectation, qui était très utile, et oui. alors pas tout à fait pour le cadre dont on avait besoin, mais qui reste un bon produit. Alors, est-ce que vous avez terminé déjà? Je ne veux pas vous couper. Oui? Ok. Alors, on a un petit peu débordé, mais alors, ce qu'on peut faire, c'est... je te remercie, Paul et Boris, déjà d'avoir répondu à la plupart des questions au fil de l'eau. Peut-être qu'on prendrait une ou deux questions si quelqu'un veut brancher son micro, ou voilà, une question qui n'a pas été, auquel on n'a pas encore répondu. On ne va pas revenir sur la métrique parce que je pense que la métrique, on a fait pas mal de réponses. Mais néanmoins, s'il reste d'autres questions, on prend une minute, une question ou deux, grand max, et puis ensuite on conclut, si ça vous convient. Alors, s'il reste une question, n'hésitez pas. Allez, on fait un compte à rebours. Vous avez 5 secondes. 5, 4. Non, il n'y en a pas. Bien. Et le produit Evidently AI aussi, ouais, qui a été cité dans le chat, ouais, pour Ah les oui, outils de. ok. Oui, en effet. Eh ben, bon, alors moi j'en ai une de questions, hein. Je vais prendre la place. Si personne ne prend la place, vous avez mentionné un outil d'annotation. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, petite parenthèse, on a fait un meet-up entier concernant la data annotation. Et ce sont des experts de Kilitech, le fondateur, le CTO de Kilitech, ainsi qu'un data scientist de Kilitech. Voilà, vous chercherez dans Google Kilitech. Ils ont un outil d'annotation et voilà, c'est une start-up française. Et donc, ma question est concernant la notation. Vous avez dit, vous avez juste mentionné le terme outil d'annotation, mais je crois que vous n'avez pas précisé quel était l'outil en question. Alors, est-ce que vous Oui, pouvez juste dire? bien sûr, oui. Donc, le nom de l'outil, c'est Docano. Et j'avais montré le logo de Docano au moment où j'expliquais le point d'équilibre entre la data et les algorithmes. Donc, déjà, le data scientist dans sa tête se disait, ah tiens, on n'a pas de données labellisées, ils nous feront un produit d'annotation. Et on connaissait, on a fait une recherche, parce que c'est à cela que ça sert ce temps de travail. On s'est dit, il y a un produit open source qui s'appelle Docano qui permet de faire des annotations séquentielles, c'est-à-dire à l'intérieur d'un paragraphe, avec la souris, je peux sélectionner un morceau du texte et je dis dans quelle classe cela appartient. Et les classes ont été bien sûr définies par avance par le data scientist, par le junior. Donc, c'est lui qui prépare le projet d'annotation, qui met les classes, qui explique au métier comment charger le document, les blocs qui sont à annoter. Et puis, très facilement, le métier, avec la souris, il va couvrir avec des couleurs
la phrase et dire dans quelle classe cela appartient. Ok, parfait. Je te remercie, Boris. Je ne connaissais pas cet outil. J'irai voir avec grand intérêt. Alors, personne ne se manifeste. Ma dernière question, hein, parce qu'après, il faudra vraiment conclure. Jacqueline, n'hésite pas, hein, si tu as une question. Moi, tu sais, tu me connais, j'ai ma question récurrente Ah, sur la transition environnementale. eh bien, vas-y. Est-ce que vous avez alerté vos clients sur l'impact carbone de l'entraînement des modèles de machine learning? Est-ce que des clients vous ont demandé de quantifier cet impact et sont engagés éventuellement dans une compensation carbone? Moi, je peux une partie de réponse, c'est qu'en fait, même sans penser finalement à l'impact écologique, on n'encourage pas forcément le réentraînement automatique, parce que je pense que ça a beaucoup plus de sens de comprendre la dérive d'un modèle plutôt que de se dire que de manière brute, on réentraîne pour justement pallier à la dérive des données en entrée. Donc ça, c'est plutôt une démarche qui finalement va dans ce sens de moindre consommation. Après, oui, effectivement, c'est quelque chose de fondamental, mais sur lequel on n'a pas aujourd'hui peut-être de préconisation forte d'échange avec nos clients, à ma connaissance. Boris, si tu veux compléter. Oui. Il y a en effet des projets sur lesquels la question a été posée et quand même, on travaille avec des grands comptes pour lesquels cet aspect est important. J'ai constaté que la première des démarches, surtout lorsqu'on travaille dans un environnement distribué avec des clusters, avec la technologie Spark, c'est en ce qui concerne les optimisations des jobs qui sont lancés. Donc, et je connais aussi des entreprises, de possibles partenaires aussi, c'était la semaine dernière, qui m'expliquaient que justement les algorithmes les jobs de training étaient donc optimisés dans le sens où, voilà, afin d'avoir la moindre consommation. Donc, ils étaient déjà dans le green, voilà, dans le green et AI. Mais j'avoue qu'il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin à faire. C'est en discussion, c'est lancé. Il y a des gens qui sont en train de faire plein de benchmarks. Et oui, nous sommes concernés par ce sujet-là. Et ça fait partie, bien sûr, de nos roadmaps. Et je ne vous ai pas parlé de privacy, hein, de confidentialité et de l'IA responsable. Donc, tout cela est détaillé dans la formation. Aussi, dans la formation, on vous donne des indications, des estimations de jours hommes, de consommation. Voilà, tous ces détails-là sont expliqués dans la formation. D'accord, donc ce n'était pas uniquement pour les coûts, ce n'était pas une optimisation pour diminuer les coûts, mais c'était aussi une optimisation en vue de la transition environnementale, de diminuer l'impact. Oui, le green, oui. Okay, super. Il y a des ressources intéressantes qui sont en train d'apparaître dans le chat, donc vous irez, voilà, je vous laisserai aller voir les ressources. J'essaierai de mettre, quelqu'un m'a envoyé un email et il m'a demandé, alors j'essaierai, j'ai quelques historiques de chat que je mettrai dans la chaîne YouTube à côté de la vidéo. Alors je ne sais pas comment faire, mais je prendrai le temps de chercher. Est-ce qu'on peut mettre sous forme de fichier TXT tous ces échanges, car dans ces échanges, il y a beaucoup aussi d'informations qui circulent. Voilà. Alors Jacqueline, tu veux rajouter quelque chose? Non, merci beaucoup. Merci pour cette intervention. C'était vraiment très intéressant. Un grand merci. Oui, tout à fait. Et c'est non seulement intéressant, mais primordial, parce que la façon dont on apprend la data science, souvent, c'est à partir d'un Jupyter Notebook. Et quand on débute, on a l'impression que quand on a fini le notebook, eh ben, on a fini le projet. Et vous venez de nous montrer que c'est loin d'être le cas. Que c'est pas très rassurant, mais il voilà. reste quoi. Et la prochaine fois que vous verrez un slide avec un Rex, avec les gens qui écrivent en grand, en gras aussi, nous avons atteint une précision de 90%. Et ben, la question à poser, c'est « et alors ?» Qu'est-ce que ça veut dire 90% de précision? Qu'est-ce que vous avez apporté? Voilà, c'est ça la question à poser. Parce que nous aussi, on a fourni un accuracy de 90% et la première étape du projet était plantée. Donc voilà, c'est un avou. Oui, absolument, oui, tout à fait. Ok, ben écoutez, il me reste à vous remercier. Hein. Vous avez dit l'essentiel, effectivement, concernant ce sujet. Merci à tous pour votre attention aussi. Merci à tous. Voilà, merci. Merci.